en accueillant l'organisme pour les droits des femmes du Québec. Je vous invite à vous présenter et vous disposer de 10 minutes pour faire votre présentation. Va s'en suivre des échanges avec les parlementaires. À vous, mesdames. Bonjour. Alors, je suis Michèle Sirois. Je suis anthropologue et présidente du groupe PDF Québec ou pour les droits des femmes du Québec. À ma droite, il y a Salimata Sall, québécoise d'origine sénégalaise, étudiante en maîtrise en travail social à l'Université de Montréal, et Madame Nadia El Mabrouk, québécoise d'origine tunisienne, professeure titulaire en informatique à l'Université de Montréal. Je voudrais aussi mentionner la participation d'un auteur du mémoire qui ne peut pas être présent actuellement, est à l'extérieur du Québec, Monsieur Léon Waknin. Le groupe PDF Québec pour les droits des femmes du Québec est un groupe féministe, citoyen, mixte et non partisan, créé en 2013 et ayant à son actif plus de 300 membres d'origines diverses, comme vous pouvez le constater. PDF Québec croit qu'une véritable démocratie n'est possible qu'à la condition de réaliser l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Alors, après cette brève présentation, je voudrais d'abord remercier la Commission de permettre à PDF Québec de donner le point de vue des femmes sur la nouvelle politique québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion. Notre objectif aujourd'hui est principalement de fournir des éléments de réponse à la question suivante. Comment s'assurer d'une compréhension partagée du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte interculturel? Aujourd'hui, notre exposé rapide va porter sur 2 points. On veut d'abord souligner l'importance de bien définir les valeurs fondamentales du Québec afin de faciliter l'intégration des immigrants. Et notre deuxième point sera d'aborder la question de la laïcité de l'État et son importance dans un contexte interculturel. Premier point, donc, aborder la question des valeurs fondamentales du Québec. Monsieur Jean Charest, ex-premier ministre du Québec, en février 2007, a reconnu 3 valeurs prioritaires pour la société québécoise, soit l'égalité entre les femmes et les hommes, deuxièmement, la primauté du français et troisièmement, la séparation entre l'État et la religion. À ce propos, il a déclaré que ces 3 valeurs ne pouvaient faire l'objet d'aucun accommodement et ne pouvaient être subordonnées à aucun autre principe. Voilà, selon nous, ce qui devrait être le fondement de la nouvelle politique en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion. Cependant, ces valeurs ne sont pas partagées par tous les pays. Il est donc indispensable de s'assurer que les nouveaux Québécois développent un fort attachement à ces valeurs et soient ainsi mieux préparés à participer pleinement à la vie de notre société. Une société a le droit et le devoir de se prononcer sur les principes qu'elle entend faire respecter sur son territoire. La mise à jour de la politique en matière d'immigration est une occasion très importante de spécifier les droits et les responsabilités liées à la vie citoyenne au Québec. Être citoyen signifie, dans son sens le plus fondamental, de participer à la vie et au développement de la collectivité. Et la société québécoise a fait le choix, donc, de la primauté du français, l'égalité entre les femmes et les hommes et la séparation entre l'Église et l'État. Les nouveaux immigrants, à titre de nouveaux citoyens du Québec, doivent être avisés de cet état de fait et ont la responsabilité de respecter ces valeurs communes. Voilà pourquoi nous recommandons d'inclure ces valeurs d'une façon explicite dans les principes directeurs, les assises de l'interculturalisme québécois et la vision de la nouvelle politique qui va être mise en place. L'objectif est de mieux faire connaître les spécificités de la culture québécoise aux néo-québécois et d'en faire la promotion, facilitant ainsi leur participation et leur intégration à notre société. Second point que je veux aborder aujourd'hui, la question de la laïcité de l'État. Avec la sécularisation des institutions publiques, notamment avec la Révolution tranquille, il s'est établi une sorte de contrat social qui impliquait la neutralité du personnel et des institutions afin de mieux accueillir la diversité des convictions spirituelles.
que ce soit celle des natifs ou celle des nouveaux arrivants. En 1997, les Québécois, catholiques et protestants, ont même renoncé à leurs privilèges religieux constitutionnels pour transformer leurs commissions scolaires et les établir sur une base linguistique et ainsi d'être plus accueillants à la diversité des convictions spirituelles. Auparavant, la neutralité du personnel enseignant dans les hôpitaux, l'ensemble des institutions de l'État, c'était un signe d'ouverture. Cependant, depuis quelques années, on tente d'associer la neutralité du personnel à une fermeture face à la diversité. Et on invoque souvent le besoin d'intégration des personnes immigrantes pour justifier des accommodements. Malheureusement, je crois que l'équation entre immigration et demande d'accommodement est erronée, car plusieurs personnes nées ici demandent des accommodements alors que la grande majorité des immigrants ne demandent pas d'accommodement. De plus, les accommodements religieux peuvent parfois encourager les pratiquants de la même confession religieuse à vivre en circuit fermé, ce qui limite leur participation à la société québécoise. Par opposition, la laïcité permet la création d'un terrain neutre où les divers groupes de la société, peu importe leur appartenance religieuse, peuvent interagir de façon égalitaire et respectueuse des convictions spirituelles de chacun des citoyens de notre société. Et ça va favoriser la paix sociale et diminuer les risques de fracture sociale. Enfin, rappelons que presque toutes les traditions religieuses ont une vision qui infériorise les femmes, ce qui se répercute nécessairement sur l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Notons que ce n'est pas le rôle du gouvernement de corriger cette discrimination au sein des institutions religieuses. Ça relève de la sphère privée et de la liberté religieuse. Mais l'État a le devoir de s'assurer que les institutions publiques soient à l'abri de cette influence. Pour toutes ces raisons, PDF Québec recommande d'amender la Charte québécoise des droits et libertés de la personne pour y ajouter 2 articles. Un premier article qui affirmerait la laïcité de l'État québécois et un second article qui assure la primauté du droit à l'égalité pour les femmes primauté sur le respect des obligations religieuses, et ce partout dans les institutions et aussi dans les lieux publics. Bref, PDF Québec dit non aux accommodements qui briment les droits et la dignité des femmes. Ces amendements à la Charte des droits et libertés de la personne contribueraient à mieux faire connaître aux nouveaux Québécois en quoi la culture québécoise est spécifique, facilitant ainsi leur participation et leur insertion dans la société québécoise. En conclusion, PDF Québec salue l'initiative du gouvernement de mettre à jour sa politique en matière d'immigration afin de réaffirmer l'importance de la diversité comme source d'enrichissement. L'immigration apporte une contribution essentielle dans le développement de notre société. Cette nouvelle politique est aussi une occasion de renforcer les conditions gagnantes pour une intégration réussie des immigrants à la société québécoise. Le Québec s'enrichit de la diversité sociale apportée par les multiples groupes d'immigrants dans la mesure où ceux-ci acceptent d'adhérer aux valeurs non négociables de primauté du français, d'égalité des personnes, hommes et femmes donc, de liberté d'expression et de laïcité. Ces valeurs font partie de l'identité et de l'histoire québécoise et sont le fruit de nombreuses luttes menées par des citoyennes et des citoyens. Rappelons pour terminer que les personnes de toute origine ethnique, religieuse ou culturelle, qu'elles soient natives ou immigrantes, sont avant tout des citoyennes et des citoyens du Québec. C'est en raison de cette appartenance citoyenne qu'elles possèdent des droits et non pas en raison de leur spécificité ethno-culturelle ou religieuse. Merci. Merci, Mme Sirois. Je cède maintenant la parole à Mme la ministre. Oui, bonjour, Mme Sirois,
Madame El Mabrouk et Madame Salimata Sall. Bienvenue à cette commission, un moment important où nous avons l'occasion, tous et toutes ensemble, de bâtir finalement, ou de continuer à construire et bâtir le Québec avec la diversité qui vient enrichir notre société. On est bien fiers de notre histoire d'immigration. J'ai bien apprécié votre commentaire, Madame Sirois, qu'en fait, les demandes d'accommodement, c'est assez historique et c'est pas de source immigrante. C'est vraiment, ça vient de multiples personnes qui sont ici depuis longtemps. C'est bien de faire ces distinctions. Je vais aller sur cette notion de valeur commune dans notre déclaration, puis ce qu'on fait pour véhiculer, partager ces valeurs. Alors, dans la déclaration sur les valeurs communes et l'information qui est transmise aux nouveaux arrivants, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Donc, ils sont énoncés dans la déclaration et comme ce qui suit. Au Québec, parler français, une nécessité. Le Québec, une société libre et démocratique. Le Québec, un État laïque. Le Québec, une société pluraliste. Le Québec, une société reposant sur la primauté du droit. Au Québec, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Au Québec, l'exercice des droits et libertés de la personne se fait dans le respect de ceux d'autrui et du bien-être général. Donc, cette information est transmise dans un premier temps dans ce document et un document qui est signé, qui est remis aux personnes immigrantes par le site Internet. Il y a aussi des cours d'accueil ou des séances d'accueil. Et j'enchaînerai, mais surtout je veux vous entendre sur comment, si ce qui est énoncé, vous partagez l'énoncé qui est là, mais aussi comment peut-on aller plus loin pour que dans la vraie vie, ces valeurs sont bien comprises et assimilées. Puis ça me vient sur ce modèle d'interculturalisme. Je vois que vous êtes critique, vous dites que ça ressemble plus au multiculturalisme. On demande aux gens, parce qu'il y a une fierté par rapport à notre modèle unique au Canada et en Amérique du Nord, qu'on appelle interculturalisme, qui est, je pense, beaucoup dans ce sens d'adhésion à des valeurs démocratiques telles qu'on les décrit, mais comment peut-on faire en sorte d'aller toujours à la recherche de l'autre pour l'intégrer de cette façon, selon ce socle de valeurs communes, dans une langue commune. On a beaucoup parlé de l'éducation comme étant l'endroit le plus important où ça peut se faire. Et un groupe qui nous a dit hier, on peut y arriver par les parents et les enfants. Donc, les parents qui viennent lors des rencontres avec les professeurs, les parents qui viennent chercher les enfants, l'échange, le dialogue peut se faire à plusieurs niveaux lors de sorties. Mais je vous dirais qu'il y avait vraiment un consensus il y avait les organismes communautaires qui font beaucoup l'accueil et l'intégration, mais il y avait aussi des experts qui sont venus hier, qui privilégient beaucoup cet espace important pour véhiculer, partager et nous assurer de cette cohésion sociale. J'aimerais peut-être avoir vos réactions, recommandations sur tout ça. Et s'il faut renforcer le modèle d'interculturalisme, comment le renforcer, comment l'officialiser, si vous voulez, pour aller plus loin. Merci de votre question. Oui, je pense qu'il doit être renforcé. J'ai consulté en profondeur le document d'orientation et j'avais déjà fait beaucoup de recherches sur l'interculturalisme qu'on dit spécifique au Québec. Alors, qu'est-il, ce interculturalisme? Il me semble que ça ressemble énormément au multiculturalisme, plus une spécificité qui est la langue française. À part ça, l'évocation des valeurs communes sont très, très vagues et peu répétées, à part le français. Donc, le français, oui, c'est une des 3 valeurs que j'ai énumérées, qui a été énumérée par M. Jean Charest, auquel on adhère. Ces 3 valeurs-là, je vous rappelle qu'elles sont là dans l'histoire du Québec. Elles ont été mises d'abord en 1991 dans le rapport Bélanger-Campeau, comme quoi c'était le socle qui nous venait de l'histoire du Québec moderne. Alors donc, c'est des valeurs essentielles pour nous, ces valeurs communes. Mais on a remarqué que dans le document d'orientation et également dans la définition des caractéristiques de l'interculturalisme, que les 2 parents pauvres qu'on ne retrouve pas spécifiés et qu'on demande, nous,
de le faire, c'est la question de l'égalité homme-femme, qui n'est pas spécifique, associée à l'interculturalisme, et deuxièmement, cette valeur de la séparation des églises et de l'État, parce qu'on constate un retour du religieux, pas juste au Québec, mais dans beaucoup de sociétés. C'est d'autant plus important de le faire. Et on voit actuellement de ne pas faire ça, ça nous amène dans des dérives. Entre autres, par rapport à l'école, vous avez posé, Madame Veil, la question de l'école. Oui, c'est un terrain important. C'est là que se fait la socialisation, l'apprentissage, l'identification à un groupe. Donc, c'est très important pour nous. Entre autres, par rapport aux femmes, puisqu'on est un groupe qui représentons les femmes, vous le savez, je vous apprends rien qu'on s'est battu et on se bat encore au Québec pour enlever les stéréotypes sexistes à l'intérieur des manuels scolaires. C'est continuellement regarder, vérifier, est-ce que c'est bien fait. Alors oui, ça pour nous, c'est important, mais on est perplexe quand on constate que les signes religieux, on a enlevé les crucifix des écoles pour accepter tout le monde, respecter la clientèle, respecter le citoyen, qu'il soit enfant ou qu'il soit adulte, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des professeurs, des éducatrices, des intervenants qui sont des figures d'autorité et qui portent des signes religieux. Comment un enfant qui ne regardait jamais le crucifix et qui regarde à la journée longue son professeur, on lui a enlevé le crucifix, on surveille les stéréotypes et on laisse à des professeurs le port de signes qui peuvent amener des stéréotypes. Donc, nous, l'école, on veut enlever ces stéréotypes, donc on veut un terrain neutre dans lequel tous les enfants vont être accueillis à partir de ce qu'ils sont comme enfants et non pas à partir de leur communauté, leur identification, peu importe quelles sont leurs convictions religieuses, familiales et autres. Oui, je vous amènerai sur le... Parce qu'évidemment, la politique, il y aura un plan d'action éventuellement, des actions à venir sur le modèle d'intégration, d'autres actions à venir aussi au cours de l'année. Éventuellement, une nouvelle loi sur l'immigration. Ça, c'est des aspects plus techniques qu'on va regarder. Bon, le volume, la composition de l'immigration pour l'intégration rapide en emploi. Mais la question d'égalité homme-femme et comment ça se vit dans la vraie vie, on pense aux jeunes femmes en particulier, aux jeunes filles en particulier. Donc, là aussi, évidemment, c'est par l'échange, le dialogue, mais un rapprochement où on est capable de nous assurer que la jeune génération, toujours, puisse vivre pleinement. On parle beaucoup de participation pleine et entière dans notre document. C'est une vision de société. On a beaucoup parlé de préjugés. Le dernier groupe, là, juste avant vous, des préjugés, de la discrimination, l'exclusion, les gens qui quittent parce qu'ils se sentent rejetés. Bon, c'est un phénomène. On a parlé de reconnaissance des acquis, un autre problème, des professionnels qui ont beaucoup de compétences, notamment les femmes, d'ailleurs, je vous dirais. Il y a beaucoup de femmes extrêmement qualifiées qu'on rencontre, que nous, on sélectionne. Moi, je les rencontre, qui viennent d'un peu partout dans le monde, les défis qu'ils ont. Donc, c'est important de pouvoir éliminer ces obstacles. Mais plus proche de chez nous, ça peut être des personnes de la deuxième génération, des enfants de la deuxième, troisième génération, où on doit être préoccupé par la participation de la jeune fille, qu'elle ne soit pas coupée, si vous voulez, un moment de sa vie, d'activité scolaire. C'est là aussi que les écoles jouent un rôle. Les organismes communautaires, lorsqu'on échange avec eux, ils le perçoivent. Ils ont des projets pilotes et ils ont des projets qu'ils font pour s'assurer toujours de garder cette jeune fille impliquée, engagée, que ce soit dans les sports notamment. Je me demandais si vous aviez une expérience, un vécu, une connaissance de cette chose, parce que l'égalité homme-femme doit se vivre pour permettre cet épanouissement de la jeune fille. Votre question, on m'entend bien. Alors, pour répondre, je vais prendre l'exemple de la famille Shafia pour l'illustrer. Au sein d'une famille, on a vu des jeunes filles qui vivaient beaucoup de difficultés avec un modèle conservateur, traditionnel, et qui ont pris la parole allant vers les services sociaux, vers les intervenants pour avoir accès à ces droits d'égalité,
pour avoir accès à la protection, à la sécurité. Et on les a pas vraiment écoutés. On a eu des modèles teintés de multiculturalisme, teintés d'accommodement, parce que c'est des gens venant d'ailleurs. On met des gants, on fait attention. Mais je pense que PDF Québec, nous pensons que les valeurs que nous partageons, qui sont des valeurs communes qu'on a énumérées tout à l'heure, je vais mettre l'accent sur l'égalité. Ces valeurs-là, on n'a pas vraiment besoin de mettre des gants pour intervenir. Peut-être qu'on va essayer de prendre un vocabulaire adapté pour essayer de chercher le groupe concerné, mais la finalité demeure le respect de ces valeurs-là. Et quand on prend l'histoire de la famille Shafia, ça a été triste. On a perdu ces femmes, ces filles à travers notre système de protection qui a manqué de répondre à ces obligations à leur égard. Donc, je pense que l'écoute de ces jeunes filles qui demandent de l'aide est importante, même si ces filles sont issues de familles québécoises d'origine ou de familles issues de l'immigration. Dès que le signal est lancé, il est important, je pense, de prendre ça avec beaucoup de sérieux et de leur accorder un espace et de normaliser ce besoin d'être encadrés et d'exprimer leurs droits. Donc, c'est ça que je voulais ajouter là-dessus. Je comprends ce que vous dites et d'ailleurs, dans ce cas précis, les pratiques ont changé depuis au centre Batcha, là, si je comprends bien, parce que c'est les meilleures pratiques en la matière. Il y a aussi cette recherche de meilleures pratiques, souvent pour comprendre les phénomènes. Il y a le Conseil du statut de la femme aussi qui a fait un rapport, excellent rapport, sur ce cas particulier, les crimes d'honneur. Des fois, ce n'est pas nécessairement des actes criminels, par exemple. Ça, c'est un cas flagrant. Mais je comprends ce que vous dites. C'est les indicateurs ou d'être bien à l'écoute de signaux de danger, d'exclusion. Mais parfois, c'est moins facile. Et donc, c'est plus la pleine participation qu'on recherche. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Là, je laisse à mon collègue. Merci. Bonjour et je vous souhaite la bienvenue, Madame Siwa, Madame El Mabrouk et Madame Sall. Nous sommes ici évidemment pour parler d'une refonte d'une politique d'immigration qui répondrait à plusieurs enjeux. On a parlé surtout d'un des enjeux, le respect, l'accueil dans l'esprit des valeurs démocratiques partagées par le Québec. Il y a évidemment d'autres enjeux. Comme chaque juridiction occidentale, on est devant, et surtout ici au Québec, devant un enjeu, un défi démographique énorme. Le taux de natalité, comme vous le savez, est plus bas que presque chaque juridiction en monde occidental. On parle de quelques 725 emplois dans les prochaines 10-15 ans qui vont s'ouvrir. Et de mise, il faudrait qu'une des sources pour combler cette brèche-là va être l'immigration. Alors, on parle aussi de voir comment tout le monde peut se sentir chez nous au Québec et peuvent se sentir les bienvenus avec des fois le défi de se maîtriser dans notre langue commune, avec le défi de s'intégrer dans un monde de travail qui n'est pas toujours si accueillant, il faut le dire. Et voilà les enjeux très sérieux. J'ajouterai un autre. On parle d'un monde concurrentiel où le Québec doit comprendre que ce n'est pas juste le fardeau des immigrants de décider comment elles peuvent s'intégrer davantage au Québec. C'est notre devoir de nous assurer que les immigrants motivés, aptes à se perfectionner en français, si ce n'est pas le cas déjà, c'est notre devoir de les inviter à venir ici au Québec quand elles vont avoir plusieurs choix à faire, dont un autre, qui est un grand problème, c'est la rétention des immigrants qui arrivent. On voit qu'il y a un grand pourcentage des immigrants qui arrivent ici et qui décident, après un court temps, un investissement fait par la société québécoise envers leur avenir, d'aller ailleurs en Amérique du Nord. Avec tout respect, je trouve votre présentation assez muette sur toutes ces questions. Alors, je vous invite à en élaborer là-dessus. Merci. Vous avez parlé du taux de natalité tout à l'heure, qu'il était faible. Eh bien, nous, on demande, il y a un point d'ailleurs à l'intérieur
du document de consultation qui parle de la cohérence, une politique qui est cohérente. Eh bien, ça, c'est une des choses qui nous importe, la cohérence. Effectivement, les taux de natalité qui étaient beaucoup plus bas ont remonté, entre autres, avec toute la question, avec un système de garderie, de service de garde qui s'était réduit à taux réduit universel pour tout le monde. On a vu le taux de natalité qui a remonté. Et il y a des études de M. Fortin, Godbout, qui ont démontré que ça amenait beaucoup de femmes, 70 000 femmes de plus sur le marché du travail grâce à un programme comme ça. Alors donc, c'est pas un service comme ça à enlever. Justement, les femmes immigrantes ont besoin particulièrement de services de garde. Alors donc, c'est important que le gouvernement mette les points, les éléments en place. Les accueillir, c'est aussi prévenir en amont qu'ils puissent s'adapter. S'adapter au niveau, vous avez fait beaucoup référence à la question économique. Je voudrais ici aussi apporter des éléments sur le message clair qu'il faut envoyer aux immigrants aussi pour qu'ils s'adaptent aussi au niveau social. Et c'est ça, cet aspect-là qui est dans la politique, la nouvelle politique, le document en tout cas que j'ai consulté, là, 89 pages, qui est un peu plus faible. Cet aspect d'adaptabilité sociale. La famille Chafia, elle l'était adaptée d'un certain sens. Hein, ils gagnaient des sous, il n'y avait pas de problème économique, ils parlaient anglais, etc. Mais est-ce que socialement ils étaient adaptés? On peut se poser, je pense que non, les résultats ont montré qu'ils n'étaient pas adaptés socialement. Donc c'était important d'envoyer un message clair aux nouveaux immigrants, aux futurs, quelles sont nos valeurs, comment fonctionne au Québec, à quelle société ils doivent s'attendre. Donc ce n'est pas juste ici pour gagner des sous, mais on a une identité et puis on les convoque et on est très accueillant au Québec pour cette identité. Alors, une des choses importantes, je pense, qu'il faut préserver, c'est la mixité. Parce qu'on voit qu'avec le retour du religieux, la mixité est remise en question. Et même au niveau, et ça, c'est banalisé, cette tendance-là, et je vois qu'il y a eu des graves erreurs, entre autres commises par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui a accepté comme un accommodement raisonnable un juif hassidique qui voulait pas avoir une examinatrice pour un permis de conduire qui était une femme. Mais jamais on n'aurait accepté que si le citoyen était venu demander « je veux pas qu'il y ait un noir », il y aurait personne qui aurait accepté. Et heureusement qu'on l'aurait pas accepté. Madame Sirois, je dois vous interrompre. Nous sommes rendus maintenant à Monsieur le député de Bourget. Merci. Madame Sirois, vous pouvez compléter ce que vous étiez en train de dire? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'ici, une des choses importantes que j'aimerais qu'apparaisse dans la prochaine politique, c'est de dire que la ségrégation sexuelle n'est pas acceptable et que les messages, qu'on en fasse la promotion. Et pas juste faire quelque chose. Parce que j'ai consulté le site du ministère de l'Immigration. Qu'est-ce qu'un étranger peut voir? Eh bien, on voit des petites icônes, un petit dessin animé 30 secondes. Ça ne dit rien sur la question de l'égalité des hommes et des femmes. Il faut en faire la promotion. Et pour ça, il faut la laïcité. La laïcité n'est pas suffisante pour assurer l'égalité des citoyens, immigrants, femmes et autres. Mais elle est la condition essentielle qui permet d'avoir ce terrain qui facilite le vivre ensemble. Merci, Madame Sirois. Je le disais hier, Albert Camus, qui disait « Ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et c'est bien de nommer les choses. Merci d'être ici présente pour contribuer à cet exercice architectural, je dirais, parce que c'est un projet. Et en passant, est-ce que vous avez été sollicité en amont pour donner votre touche relativement à l'élaboration de ce document, ici en question? Ce projet politique. Nous n'avons pas été sollicités, mais nous avons fait la demande parce qu'on on constatait qu'il n'y avait à peu près pas de groupe de femmes. Il y avait un seul groupe de femmes dans la liste originelle, l'Association des femmes roumaines. Alors nous représentons l'Association des femmes de toute la province, et pas juste roumaines, mais de
d'origines diverses. Alors, on trouvait que ça manquait, alors on a fait la demande et puis la commission a jugé bon de nous accueillir et nous l'en remercions. D'accord. Je veux aller un peu plus loin relativement à ce que vous disiez quant à l'information véhiculant les valeurs, nos valeurs démocratiques, on peut dire nos valeurs communes, nos valeurs historiques, valeurs fondamentales, leur diffusion auprès des populations nouvelles qui arrivent. Quand on considère qu'il y a à la frontière un double visage qui se présente à l'immigrant quand ce dernier choisit de venir au Québec. Et entre les deux visages, il y en a un qui domine, c'est celui du Canada. Et le Canada a adopté et a enchâssé dans sa loi suprême le multiculturalisme, avec son chapelet de droits, peu de devoirs. Et de l'autre côté, on a le Québec qui a adopté de façon, je dirais, unanime à l'époque, l'interculturalisme. Et vous avez raison de dire que l'interculturalisme, se délestant de ses valeurs, ressemble au multiculturalisme. Et qui plus est, quand ce concept, cette notion s'inscrit dans un espace législatif qui ne lui donne aucun sens pour l'instant. Il n'y a aucune assise juridique constitutionnelle pour encadrer l'interculturalisme, d'où peut-être sa non-définition tangible. Et qui nous amène à ne pas toujours se tourner vers les tribunaux quand les principes qui devraient s'y inscrire sont bafoués. Et je suis tout à fait d'accord que ces valeurs fondamentales, ces valeurs démocratiques du Québec devraient s'y inscrire. Et l'exercice ici engagé devrait nous y mener. En conclusion, j'espère que la ministre aura une oreille sensible, attentive à toutes les propositions que vous avez avancées ici aujourd'hui. Cela dit, j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que l'immigration est une réponse adéquate au vieillissement de la population au Québec? OK. Alors, je pense que... Oui, vas-y. En me fiant sur la littérature et surtout sur l'œuvre de Dubreuil et Marois, 2011, si je ne me trompe pas, l'immigration ne peut pas contrer le vieillissement. Les raisons qui étaient invoquées lors des politiques de l'époque, j'imagine qu'encore c'est en vigueur, c'était pour contrer le déclin de la population et aussi assurer une réponse aux employeurs en ce qui a trait à la main-d'œuvre. Puis la littérature a démontré que l'effet est marginal. Maintenant, il faut savoir ce que la littérature dit, qu'est-ce que le gouvernement en fait, ça c'est une autre question. Alors, c'est pour dire que l'effet est marginal, mais il y a aussi d'autres bonnes raisons d'encourager l'immigration, notamment sur la solidarité à travers les différents pays, sur son aspect humanitaire, sur des besoins purement humain, on peut aller dans ce sens-là. Mais l'effet de contrer le vieillissement est marginal, selon l'étude que je viens de mentionner. Okay. Et une sous-question à celle-là. L'impact qu'une immigration francophone ou francophile, francotrope par extension, pourrait avoir comme impact positif au Québec. Quel est-il ou quels sont-ils? C'est sûr que ça va avoir un impact positif parce qu'on parle maintenant de la langue, on ne parle plus d'économie ni de démographie. C'est sûr qu'avoir des immigrants déjà francophones va renforcer une des valeurs fondamentales énumérées tout à l'heure, qui est la primauté du français. Donc, ça facilite aussi, en quelque part, ça peut sauver de l'argent du gouvernement, si je veux parler en termes économiques. Il y aura un peu peut-être d'investissement à faire pour franciser. Cela ne veut pas dire de ne prendre que des francophones, mais je veux juste souligner l'écart d'investissement entre un groupe d'immigrants francophones et un groupe d'immigrants venant d'un pays qui ne parle ni français ni l'anglais. Voilà. J'aimerais
J'aimerais ajouter quelque chose. Des amis de la communauté maghrébine d'origine algérienne, entre autres, hier soir me disaient que il y a quelques années, les immigrants qui venaient du Maghreb étaient francophones, apprenaient le français, étaient pratiquement bilingues. Alors que maintenant, depuis quelques années, il y a une politique d'arabisation, de sorte qu'ils sont beaucoup moins, ceux qui viennent sont moins, les plus jeunes sont moins à l'aise avec le français et malheureusement, le Québec les considère déjà comme avec un français, alors que non, ils ont des défaillances. Alors ça, c'est juste une petite remarque pour voir quelle est l'évolution d'une population qui était réputée francophone et qui peut-être ne l'est moins à ce niveau-là. OK. Je terminerai par une simple question. Il reste combien de temps, Monsieur le Président? 3 minutes, parfait. Mais vous aurez le temps d'élaborer éventuellement. Je reviens sur les valeurs. Est-ce qu'il serait, disons, loufoque d'imaginer l'introduction sur, disons, dans les vecteurs qu'on utilise encore jusqu'à présent pour la sélection des immigrants à l'étranger, d'introduire les valeurs fondamentales québécoises comme pierre d'assise incontournable pour être admis, et à quel niveau de pointage de 1 à 10 verriez-vous cette inscription? Alors, nous pensons que oui, nous pensons que ces valeurs devraient faire partie des critères de sélection. Oui, en effet, il faudrait, ça serait en tout cas une bonne façon de promouvoir les valeurs, c'est déjà de les indiquer clairement comme des points qui sont évalués. Il faut aussi s'assurer, pour l'intégration, il faut s'assurer de structures d'accueil qui encouragent, qui donnent envie d'adhérer à la société québécoise, et donc des structures d'accueil qui sont exemptes de référentiels culturels. Et puis, oui, il faudrait, c'est ça, encourager la convergence vers les valeurs québécoises plutôt que d'encourager le communautarisme. Moi, je suis tunisienne. On m'a jamais dit que je faisais partie d'une communauté musulmane quand j'étais en Tunisie. Quand on est tunisien, on ne se sent pas nécessairement proche des Libyens, on ne se sent pas proche des Pakistanais qui sont musulmans, qui sont beaucoup plus loin, on ne se sent pas non plus proche des Algériens. Et je constate que les Maghrébins qui viennent ici, eh bien, ils embarquent ensuite dans cette vision de communauté. Mais c'est pas naturel, les gens ne se mettent pas naturellement dans des... C'est encouragé par cette politique. Voilà. Et donc ça n'encourage pas la convergence, le brassage, parce qu'on est plein d'influences différentes. On pourrait aussi bien regrouper les gens peut-être en groupe linguistique, peut-être que ça aurait plus de sens de regrouper les gens en groupe linguistique, mais regrouper par groupe religieux, je sais que c'est pas, mais c'est encouragé. Les gens se sentent encouragés à s'identifier en fonction de la religion. Eh bien, c'est insister, c'est en tout cas ne pas mettre l'accent sur la laïcité du Québec, de faire ça. Il faudrait vraiment que ça soit... Merci. Je dois maintenant céder la parole à Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, bonjour mesdames. À la lecture de votre mémoire et de vos commentaires, on constate que vous souhaitez que le gouvernement légifère en matière de laïcité pour inclure cette valeur de la société québécoise à même la législation québécoise en l'intégrant à la Charte des droits et libertés de la personne. On constate aussi à la lecture de votre mémoire que vous souhaitez que dans l'espace public, les services soient donnés à visage découvert et soient également reçus à visage découvert. À la 39e législature, Madame la ministre avait proposé le projet de loi 94 qui n'a pas été adopté et qui prévoyait l'offre de services et la réception des services donnés par l'État à visage découvert. J'aimerais vous entendre sur la nécessité du gouvernement de légiférer sur ce point-là et également aussi sur le fait que les enseignants au primaire et au secondaire ne devraient pas porter de signes religieux convictionnels.
Oui. Alors, donc, la question du voile intégral, premièrement, que vous avez posée, soit la burqa, le niqab, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment ici. Ça, c'est une question qui nous importe beaucoup. Et pour une raison qui est la défense de la dignité des femmes. On n'accepterait pas de faire porter à des gens d'une autre culture, des gens âgés, des gens handicapés, cacher votre visage. Ce serait intolérable ici au Québec. Eh bien, c'est la même chose pour les femmes. C'est quelque chose qui freine leur participation et qui a une atteinte à la dignité des femmes. Hein, elles sont pratiquement avec un linceul ambulant. Alors donc, on est totalement opposés. Non seulement le projet de loi 94 prévoyait dans les institutions publiques, et nous demandons, la dignité des femmes ne s'arrête pas, n'a pas à être respectée uniquement dans les institutions publiques, mais partout, sur la rue, par mesure de sécurité, communication, identification, c'est le simple bon sens. On retrouve ça d'ailleurs dans le rapport Bouchard-Taylor. Mais ce que tout le monde oublie, c'est de défendre la dignité des femmes. Et ça nous importe. C'est le sens premier pourquoi on défend, nous, à PDF Québec, les femmes. On a senti le besoin de venir ici. C'est de dire la dignité des femmes est très importante. Un autre point qu'on oublie souvent et qui est en train de nous rebondir malheureusement dans notre société, c'est les dérives des replis identitaires. Ces dérives qui nous amènent vers de l'intégrisme, de la radicalisation. Et ça, ce n'est pas lié nécessairement à la communauté immigrante. Pour ça qu'on est surprise que la lutte à l'intégrisme revienne. Alors, on s'est posé la question. Vous me faites signe que non, Madame Veil, donc vous me rassurez. Tant mieux, parce que l'intégrisme est une affaire sociale collective et non simplement, surtout pas une chose qu'il faut identifier à la communauté des groupes des nouveaux arrivants. Donc, pour nous, ça, c'est très important. Alors, c'était insatisfaisant aussi, le projet de loi 94, parce que, je voudrais pas y revenir, mais parce que, au niveau de la laïcité, ce n'était pas une laïcité qui faisait que et le personnel était neutre et les institutions étaient neutres. Alors, pour nous, ça nous importe, comme j'ai mentionné tout à l'heure, comment on peut justifier d'enlever des signes religieux dans une classe parce qu'on disait que ça influençait l'enfant, que ça ne respectait pas la liberté de conscience et des parents et de l'enfant, et tout à coup, on lui met devant et on a changé le contrat social. Avant, c'était le personnel qui devait enlever ces signes religieux pour accueillir les autres. Et maintenant, on a tout changé. On dit que c'est les citoyens qui doivent accueillir le personnel. On a changé quelque chose, et ça, au niveau de la paix sociale, du tissu social, on est bien mal parti avec ça. C'est là qu'on s'en va dans un multiculturalisme et il faut mettre un stop à ça. Il faut, parce que ça nous conduit vers l'intégrisme. La France et d'autres pays, l'Angleterre, actuellement l'Australie commencent à voir, et nous ici maintenant au Québec, à Ottawa, on a commencé à voir toutes ces dérives de l'intégrisme. Alors, dans notre mémoire, il y a des éléments, on demande entre autres un observatoire pour un centre où on va étudier ces éléments-là. Et ça va libérer beaucoup d'immigrants qui, pour l'instant, sont regardés de façon un peu suspecte. Quand on va pouvoir identifier quels sont les groupes qui peuvent être dangereux, qui peuvent dériver vers une radicalisation, eh bien, c'est ça qui va améliorer la sécurité de chacun et améliorer le vivre ensemble et l'intégration de tout le monde. Vous abordez aussi à la page 9 et 10 de votre mémoire la question du relativisme culturel. Notamment, vous donnez l'exemple d'un mémoire qui avait été déposé par le Dr Barrett lorsque des soins sont offerts en milieu hospitalier à des gens issus de certaines communautés culturelles. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien, Monsieur Gaétan Barrett, à ce moment-là, était président de la Fédération des médecins spécialistes. En 2008, il a présenté un mémoire qui disait justement toute la crainte, tout ce qui se vit dans les hôpitaux actuellement et les droits à la santé étaient brimés. Pourquoi? Parce que c'est une des choses qu'on demande. Mixité, ça veut dire quoi? La mixité, la non-ségrégation sexuelle, ça veut dire que le client ne peut pas exiger que ce soit pas une femme. Mais le client aussi, on demande qu'il ne puisse pas exiger que ce soit une femme et non pas un homme. Pourquoi? Parce que une mesure de contrôle, entre autres, qui est dit dans le mémoire du docteur Barrett, c'était qu'il y a des maris
qui étaient en colère et qui pouvaient même être dangereux pour la santé physique et le stress que ça faisait aux équipes, qui exigeaient que ce soit des femmes qui traitent. Alors, on ne peut pas, dans une société qui est mixte, et cette mixité, on s'est battu longtemps et on l'a obtenue, on ne veut pas régresser. Alors, la ségrégation sexuelle est inacceptable. Et ça, il faut que les messages soient envoyés clairement et que dans l'interculturalisme, c'est pour ça que nous, on voulait qu'on rajoute, qu'on interdise les replis identitaires qui favorisent l'intégrisme et la radicalisation. Il faut que les messages soient clairs, que ceux qui sont trop conservateurs et intégristes, quand les balises vont être clairement édictées, eh bien, ils vont dire, je pense que je suis mieux aller ailleurs. À ce moment-là, ils ne viendront pas, monsieur a mentionné tout à l'heure, qu'ils viennent ici puis qu'ils repartent. Eh bien, si on fait vraiment notre travail de bien annoncer quelles sont nos couleurs, eh bien, ceux pour qui ça ne convient pas vont aller ailleurs. Et ici, au Québec, on est reconnu comme une société qui est très avancée au niveau des droits d'égalité hommes-femmes. Et la laïcité. En Amérique du Nord, je pense que oui, on est particulier. Alors, tout ce qu'on demande, nous, c'est de l'inscrire et d'en faire la promotion. Merci, Mme Sirois. Ça met fin à nos échanges. Je vais suspendre quelques instants pour permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.